Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Charlotte et aujourd'hui cette vidéo est un peu particulière parce qu'elle est beaucoup plus longue que les autres que j'ai pu présenter précédemment. Elle va parler d'un archer que je vous ai déjà présenté auparavant qui s'appelle Robin Gardeur, mais qui va rentrer un peu plus en détail sur ses expériences dans le tir à l'arc et notamment sa dernière médaille internationale qui s'est trouvée au championnat d'Europe. Si vous ne savez pas qui est Robin Gardeur, j'ai réalisé une vidéo sur lui qui est dans ma chaîne YouTube que vous pouvez aller découvrir. Et sinon, il a eu la chance d'être champion du monde en 2017 et a réussi à se qualifier 10 fois en équipe de France. C'est vraiment une référence dans le tir à l'arc de parcours et notamment de long bond. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ce type de format vous plaît, s'il y a un sujet ou un archer que vous aimeriez voir en particulier. Et je vous dis à la prochaine fois. Bonjour Robin. Bonjour. Et bienvenue sur Optrad Archery, c'est Robin Gardeur, mais là je ne suis pas sur Optrad Archery, je suis sur Archery Diary, la chaîne YouTube de Charlotte Pierce. Merci beaucoup pour ton temps et là tu vas nous raconter justement ta médaille de bronze individuelle, ce qu'elle a représenté, tout ce que tu as fait derrière et notamment tout le chemin que tu as dû faire. C'est ta deuxième médaille internationale en tant qu'individuelle face à celle de 2017, champion du monde à Robion, oui, si je me rappelle bien, et tout ce qu'elle représente, tout le chemin que tu as dû faire, et donc tu vas le partager avec nous aujourd'hui. C'est ça. Donc du coup, tout le monde me connaît sur ta chaîne YouTube, tu as déjà fait une vidéo sur moi il y a 2 ans, et c'est un petit peu un retour d'expérience autour de ces 2 ans-là, et qu'est-ce qui s'est passé sur ces 2 ans, dont une sélection au championnat du monde qui ne s'est pas forcément sportivement bien passée, et un championnat d'Europe qui s'est plutôt bien passé, mis à part le tir d'équipe où j'ai tiré comme une chèvre, mais le tir individuel où j'ai très bien fini. Ok, d'accord. Et là, par exemple, tu m'avais raconté que cette médaille t'avait particulièrement touché. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Alors c'est une médaille qui m'a particulièrement touché pour la première chose et bonne raison, que j'ai toujours chié les championnats d'Europe. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me suis toujours mis beaucoup plus de pression sur les championnats d'Europe que les championnats du monde. Et j'ai déjà fini 4e sur un championnat d'Europe en 2015, non 2016 de tête, à Mokric en Slovénie. Et justement, j'avais fini 4e en tirant contre Faletti, donc le fameux que je rencontre régulièrement, qui est le champion du monde en titre actuellement. Donc gagner cette 3e place contre Faletti était une médaille qui avait un goût de, je peux dire, pas de vengeance parce que c'est un terme qui est trop dur, parce que c'est un archer que j'apprécie et quelqu'un qui a un grand savoir-faire sportif et un archer d'exception. Mais ça avait vraiment un goût de revanche sur la vie, et de revanche sportive, de prendre cette médaille contre lui. D'accord. Après, est-ce que tu peux, parce que tu m'en avais un peu parlé, de cette 4e place en 2016, et cette 4e place a failli arrêter ta carrière internationale? Bon, cette 4e place en 2016 a été assez violente. Pourquoi? C'est que cette période-là, j'étais en target panique. Alors, on peut appeler ça une target panique, une anticipation, enfin, c'est pas avoir tous les mots que l'on veut dessus, mais je faisais un bon tir, un mauvais tir, un bon tir, un mauvais tir, et j'avais une saison extrêmement décousue, avec des bonnes performances, des mauvaises performances de l'autre côté, et du mal à rester régulier dans mon arc. J'avais un arc très technique à tirer, qui me demandait un contrôle absolu sur tout ce que je faisais. En parallèle, j'avais aussi des problèmes de santé que j'ai découvert plus tard dans l'année, justement sur l'année 2017 où je fais mon titre de champion du monde, où j'avais pu intervenir sur ces problèmes de santé-là. Et du coup, j'avais beaucoup de fatigue, un arc très dur à maîtriser. Et ce championnat-là, notamment, a été terrible pour moi à vivre. Je ne l'ai pas vécu comme ayant fini 4e au championnat d'Europe, ce qui est une très très belle place en soi, mais comme ayant passé tous les matchs derniers. Alors je m'explique un petit peu parce qu'à cette époque-là, les modules de tir étaient différents. On ne tirait pas sur des modules des matchs éliminatoires,
mais c'était, on devait se qualifier à chaque fois sur un nombre de cibles. Donc d'abord on faisait 24 cibles, on devait rentrer dans les 16, enfin 2 fois 24. Une fois qu'on était rentré dans les 16, les 16 allaient tirer 12 cibles en one shoot et on devait rentrer hors de tête, je crois que c'est dans les 8. Puis on partait tirer 6 cibles, et sur ces 6 cibles, il fallait rentrer dans les 4. Et les 4 partaient s'affronter, là cette fois les 6 en match pour petite finale et finale. Et à chaque fois, tu étais dans les derniers. Et en fait, à chaque fois, on m'avait surnommé le vent du boulet. Le vent du boulet, pourquoi? C'est que le boulet de canon arrivait et je le laissais passer, il me passait à 30 cm de moi. C'est un petit peu schématique, mais je passais à 1 point, à égalité, shoot-off, 1 point. Et ça passait. Pourquoi? Je ne sais pas, ça passait. Il y avait de l'envie, il y avait de la volonté. Malgré le fait que j'étais en target panique, je m'accrochais jusqu'à la dernière flèche. Et si je peux faire un aparté sur la target panique, il ne faut jamais lâcher, tout simplement. On passe tous des moments durs et si on ne s'accroche pas, on ne pourra jamais les traverser. Et là, j'étais vraiment dans cet état-là lors de cette compétition. C'est que chaque flèche était terrible à tirer. Et juste pour revenir sur cette target panique, comment est-ce qu'elle est apparue en quelque sorte? Parce que là, elle y était, mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu as atteint une certaine pression? Comment est-ce qu'elle est apparue, cette target panique? Elle est apparue comment? Elle est apparue sur le stage terminal équipe de France. Au stage terminal, je pense que j'étais champion du monde. Je faisais même des matchs contre les Arcapoulis avec mon longbow et je les gagnais. J'avais une maîtrise totale de ce que je faisais, j'étais à l'apogée de mon tir. Et de mon humble avis, en fait, c'est un manque de préparation en soi. En fait, la performance, c'est quelque chose qui monte jusqu'à un moment où on est très performant. Et derrière, on a le creux. Et ça arrive tout au long de l'année, on peut le voir à l'entraînement, des moments où on va être très précis et on va avoir des moments où justement on va être dans ce flou, dans ce creux. Et en fait, mon pic de performance a été sur le stage et pas sur le championnat d'Europe. Donc je me suis retrouvé sur ce championnat d'Europe où j'étais en retombée de pression. Il y avait des choses dans mon tir qui n'allaient pas, parce que j'avais toujours eu de l'anticipation dans le tir que je n'avais pas soigné au final. Et cette anticipation s'est transformée en target panique lors du championnat d'Europe. Et j'ai mis plusieurs mois à m'en remettre, où j'ai pu retoucher mon longbow qu'au mois de février. C'est-à-dire que le championnat était au mois de septembre, et j'ai réussi à remettre la main dans mon longbow au mois de février. Le reste du temps, j'ai tiré en arc-chasse. Je suis même allé au stage équipe de France sans mon longbow. J'y suis allé avec un arc-chasse, un berbeau, un arc-à-poulie, et dans l'idée d'arrêter l'international. Parce que cette médaille avait tellement été... Enfin, cette non-médaille plutôt, cette 4e place avait tellement été terrible à tirer que j'avais décidé de mettre fin à ma carrière sportive. Et je suis allé au stage équipe de France pour l'annoncer au coach, des gens qui comptaient sur moi pour faire des médailles. Et je ne voulais pas leur annoncer ça par message, je voulais en parler avec eux. Et du coup, à ce moment-là, j'étais sur le point de prendre la décision. Sûrement, ça aurait été une mauvaise décision au vu de tout ce qui s'est passé derrière dans ma vie. J'avais décidé d'arrêter ma carrière sportive parce que je me suis dit, c'est pas fait pour moi. Je suis 4e, je me chie à chaque fois, j'ai de la target panique, j'ai ci, j'ai là. Et en fait, tu arrives à un moment où tu te dis, j'arrête, je vais faire autre chose, je vais faire de la pétanque, je vais aller jouer aux cartes, mais je vais plus faire du tir à l'arc à haut niveau. Et pour la petite anecdote, c'est un coach italien que j'ai rencontré sur les championnats d'Europe de 3D Indoor en Espagne, donc dans mon club espagnol à Grenade. Et l'un de mes anciens clubs espagnols, j'en parlerai sur d'autres vidéos sur ma propre chaîne YouTube. Je suis sorti du cadre, désolé Charlotte. Mais du coup, voilà, j'avais rencontré ces archers-là, j'étais le seul archer français à participer. J'étais en arc-chasse parce que je tirais plus au longbow tout simplement. Et c'est un coach italien qui m'a dit tu es sur le point de devenir le plus grand archer de tous les temps, ne gâche pas cette chance-là. Pourquoi? C'est que mon championnat d'Europe indoor s'était très mal passé aussi. Je finis 4e. Perte. Tu avais bien fait les qualifications, mais tu t'étais. Oui, record du monde sur les qualifications, enfin meilleure performance mondiale, excusez-moi du terme. Ouais, mais pour les duels, tu t'es. Ouais, voilà, je me suis effondré sur les duels.
Et du coup, je me suis dit à ce moment-là, voilà, j'étais vraiment effronté. Enfin, psychologiquement, je me suis dit à ce moment-là, j'arrête l'international, je ne suis pas fait pour. Entre guillemets, les qualifications sont plus dures. Enfin, moi, je les considère comme plus dures que les duels. Pourquoi est-ce que toi, tu as eu du mal à ces moments-là? Donc du coup, je me considère comme un performeur. Un performeur, dans ma vision du sport, c'est ce mec qui est capable, par exemple, de courir 140 km en trail ou de nager des heures dans des eaux glacées et de réaliser une performance énorme. Et je me suis toujours considéré dans le tir comme un performeur, dans le sens où je suis capable de faire des records du monde, je suis capable de faire des records de France sur des qualifications, d'aller chercher des scores qui défient l'entendement, parce que ce soit les autres armes, les berbeaux ont peur de moi en longbow, je peux dire. Je suis un petit peu sur chaque concours, les gens viennent me voir pour savoir de combien je les ai battus, même s'ils tirent berbeau. Bon, ça arrive des fois, ça tout dépend le niveau des gens, hein. C'est pas pour m'envoyer des fleurs, loin de là. Mais voilà, je me considère comme étant un performeur et quelqu'un capable d'être très très bon sur la longueur. Et par contre, les matchs, j'ai toujours eu du mal à les gérer. Alors je sais tirer des flèches décisives au bon moment, des flèches qui m'ont permis d'être champion du monde, des flèches qui m'ont permis de faire basculer à certains moments des tirs d'équipe et gagner des médailles. Mais c'est vrai que mon truc, c'est plutôt de mettre 50 points ou 100 points au premier et au troisième, je ne peux pas dire sans faire d'effort, mais je sais qu'en me rabattant sur ma technique et sur la connaissance que j'ai de mon matériel, je peux creuser l'écart. Par contre, j'ai toujours eu du mal sur les matchs pendant longtemps. C'est un petit peu comme si je ne voulais pas gagner quelque part. Quand j'arrivais sur les matchs, moi qui suis plutôt un combattant, quand je dis un combattant, c'est-à-dire que j'aime les sports de combat, j'ai fait du judo, j'ai fait plein d'autres sports, je suis passionné par la boxe, par les sports comme la MMA, ce côté où deux personnes s'affrontent, pas forcément en temps de guerre ou en temps de conflit, mais vraiment pour le sport. Et je ne sais pas pourquoi, sur les matchs, j'ai jamais su switcher et me mettre en mode combat directement. Alors je parle surtout en inter, en France j'ai un petit peu moins de ce mal-là, mais en international j'ai toujours eu ce problème-là de ne pas savoir concrétiser sur les matchs. Tu m'as dit, c'est presque comme tu souhaitais pas gagner. Oui, c'est un petit peu ça, c'est quelque part ne pas mettre en place ce qu'il faut pour gagner. Avoir la rage, avoir la combativité. J'arrive à le faire sur des parcours de qualification Et en équipe. Et en équipe, parce qu'en équipe, il y a des gars qui comptent sur moi, il y a un environnement et je ne tire pas mes flèches pour moi, je les tire pour eux. Je suis sûrement la personne qui aime le plus le tir en équipe au monde. C'est pour moi le plus beau tir du monde et je garde un souvenir d'équipe, que ce soit avec Johan et David ou avec David et Christophe, où on a remporté des médailles, que ce soit le titre de champion du monde ou la première fois où on a ouvert le bal à Robion avec la 3e place contre les Italiens. C'est des moments où j'ai su justement switcher, être dans le combat sur du match, mais parce que je tirais pas que pour moi, je tirais pour les autres. Et tu n'y arrivais pas individuellement? Ouais, il y avait un blocage. Et je pense aussi que techniquement, les méthodes de tir et la technique que j'utilisais à ce moment-là n'étaient pas adaptées et ma préparation n'était pas adaptée. Donc il y a eu une grosse remise en question de ma part pendant ces années-là. Et surtout pendant la dernière année, donc de retour des championnats du monde à Terni donc en 2022, où je suis rentré avec beaucoup de doutes, avec beaucoup de questionnements. C'est une période aussi où je changeais totalement de vie, changement de région, changement de boulot, changement de rythme. Contre Guillaume. Et oui, et puis mon premier match, c'était un fratricide. Guillaume, un archer que j'apprécie énormément, quelqu'un pour qui j'ai un respect immense. Il fait partie pour moi des meilleurs archers français et des meilleurs archers mondiaux. Il l'a prouvé lors des championnats du monde. Et tomber contre lui, c'était juste impossible. Cette année-là, c'était un championnat qui était très dur à vivre pour moi.
C'est peut-être la personne qui m'a le plus soutenu sur le championnat. On était dans la même chambre. On a eu la chance de beaucoup discuter ensemble et tomber contre lui, c'était un moment presque impossible pour moi. Enfin, et j'ai pas su rentrer dans le match, j'ai fait des erreurs, il a su tirer et je suis fier de ce qu'il a fait par la suite. Et j'espère que c'est le fait de m'avoir battu qui lui a donné ce coup de fouet pour aller chercher sa médaille et pour finir second au championnat du monde. Oui, parce que ça devait pas être facile pour lui aussi. Mais quand, je peux dire, deux amis se rencontrent à ce moment-là et ont tous deux les larmes aux yeux de tomber l'un contre l'autre, c'est quelque chose qui est dur à vivre et quelque chose qui nous marque à vie, je pense. Moi, ce que je comprends, tu as en fait du mal à battre l'autre, entre guillemets. C'est peut-être plutôt ça, parce que quand il y a d'autres personnes qui sont derrière, quand tu dois représenter par exemple la France, et quand c'est battre d'autres personnes, est-ce que ce serait peut-être relié au fait que tu es vachement bienveillant envers les autres, et en fait tu as peur peut-être de blesser l'autre, entre guillemets, et pour laquelle ça te gêne, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Non, c'est pas ça, au contraire. Bizarrement, quand je tombe sur des compétitions en France, souvent les gens veulent me voir perdre. Je vis depuis des années avec ce poids de beaucoup de gens qui veulent me voir perdre, et ça me motive à gagner tout simplement. Et en international, il y a une telle bienveillance envers les archers qui nous entourent, envers les archers que l'on affronte. Une bienveillance et je peux dire une sportive attitude qui fait que c'est très dur d'être en colère. Et devoir battre des gens tout en les respectant et tout en sachant qu'ils vous respectent, ça peut être très dur. Donc toi, tu te bases sur la colère pour te motiver? Ouais, la colère envers la vie, la colère envers ce que j'ai pu vivre. J'ai eu une vie qui a été extrêmement mouvementée et qui fait que je peux tirer de mes frustrations et de mes colères cette force. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a eu un changement au dernier championnat international parce que tu étais en colère? J'étais pas forcément en colère, hein. J'avais des choses à me prouver. Me prouver que je pouvais toujours être le numéro 1. Donc déjà, c'était de remporter les qualifications. C'était mon premier objectif sur le championnat. C'est un double objectif dans le sens où une fois qu'on rapporte les qualifications, et je savais que j'en étais capable, on peut se retrouver directement en finale quelque part. Donc c'était vraiment le choix de marquer les esprits aussi et de montrer que j'étais toujours là et capable de faire ça. Je suis régulièrement avec des scores au-dessus de 400 points dans la saison et réaliser 2 fois 400 points au championnat d'Europe. Quelque part, ça marque les esprits. Mon but dans le tir à l'arc, c'est aussi de marquer les esprits, d'écrire ma propre légende. Et c'est pas m'apitoyant sur mon sort que je vais y arriver. Et du coup, j'ai fait beaucoup de changements. Il y a des changements qui m'ont été obligatoires par rapport à la santé en fait. J'ai eu un accident de travail il y a quelques années qui ont fait que j'ai dû changer de prise de corde cette année. Donc je tire plus prise cigarette mais trop d'au-dessous. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour le tir précis dans mon arme. Et la grosse chose qui m'a aidé, c'est que j'ai fait toute une saison cet hiver en berbeau, avec des objectifs sportifs dans cette catégorie-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette saison salle et notamment tes 2 compétitions à Bondy et à Nîmes? Bon, déjà, la démarche d'aller faire du tir en salle en berbeau, c'est que je suis arrivé en Auvergne, je connaissais personne. Et je me suis dit, ils font tous du tir en salle, donc je vais prendre un berbeau et je vais aller tirer en salle. Tous les ans, je fais une pause sur mon arme principale pour me changer les idées et revenir sur le longbow avec de l'envie, de la motivation et une bonne énergie. Du coup, comme je savais que j'allais tirer beaucoup en salle, je me suis dit, cette année, je fais l'impasse sur l'arc-chasse et je vais tirer en berbeau. Ça me permettra de travailler justement une prise de corde différente et de travailler de la précision à 18 mètres sur des blasons de 40. Le destin a fait que je me retrouve à bosser chez Arc System. Et Arc System monte des stands sur des grosses compétitions comme Bondy, Nîmes, Eindhoven cette année, j'ai eu la chance d'y participer. Et
à aller faire ces compétitions-là, je me suis dit, je me prépare un minimum, je m'entraîne un petit peu plus, je mets la même énergie que j'ai mis dans le longbow sur le berbeau pour voir en quelques mois ce qui pouvait se passer. Et saison berbeau un petit peu compliquée, problème de santé, fatigue, changement de boulot, donc des hauts, des bas, voilà, on connaît tout ça dans le tir à l'arc. Et en fait, le gros déclic, je pense, ça a été à Bondy. Le premier déclic, c'est que je fais une compétition, je bossais en même temps sur le stand d'Arc System. C'était la première fois que je me retrouvais aussi en tant que représentant d'Arc System sur une compétition. C'était quand même un stress, mine de rien. Donc compliqué de se projeter dans le tir. Je fais des qualifs plutôt moyennes. Et arrive le moment des matchs. Alors moi je suis le mec qui regarde pas forcément les matchs de poule. C'est-à-dire que en gros, si on me dit tu tires à 16h, je vais tirer à 16h, et tu retires à 16h05, je vais retirer à 16h05. Mais je ne suis pas en train de suivre, ah oui, si je bats lui, machin, je tombe contre. Et j'ai même pas vu que je me retrouvais dans la même poule que David Jackson. Donc David, quelqu'un avec qui j'ai un vécu, et ça n'a rien à faire sur la vidéo, mais voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Et sur le coup, je ne réalise pas qu'on est dans la même poule. Je fais mon premier match, que je gagne plutôt facilement pour l'état de santé que j'avais à ce moment-là. Et là, je vois que je tombe contre David sur ce match de poule. Et en fait, dans ma tête, ça a été « il ne passera pas ». J'avais peur, parce que c'est le numéro 1 mondial, mais j'avais décidé qu'il ne passait pas. Et ça, je pense que dans le tir, c'est la chose la plus importante à avoir. C'est se dire que si on doit tirer un match, on doit le tirer. On ne doit pas être là en train de se dire oui, mais en face, j'ai machin, truc bidule. Non, c'est lui contre moi, c'est elle contre elle, c'est machin contre machin, point. C'est un match à mort. Et je suis rentré sur ce match, je pense que je me suis reconnecté à mon totem quelque part. Donc on le voit souvent sur mes arcs, le grizzly. Voilà, j'ai grogné, je me suis tapé dessus et je suis allé faire ce match pour pas qu'il passe. Le but, c'était de le priver de cette compétition-là. Voilà, j'ai eu des antécédents avec lui. Radio Carquois a été suffisamment alimenté, donc je ne vais pas l'alimenter plus que ça. Et voilà, j'avais décidé de gagner ce match-là. C'était sûrement le match qui m'a stressé le plus de ma vie, dans le sens où j'avais le meilleur archer berbeau en face de moi. Il avait plus à perdre que moi. Oui, c'était le match le plus stressant de ma vie, dans le sens où j'avais des démons à exorciser. Prouver aussi que je suis meilleur, tout simplement. C'est pas le prouver aux autres, c'est le prouver à moi-même. Donc j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais meilleur que lui. Et j'estime l'avoir fait à mon goût. Moi, ça m'a permis aussi de tirer une page sur certains passages de ma vie, de pouvoir accepter certaines choses qui sont des faits et avancer dans ma vie actuelle. Et du coup, voilà, je suis arrivé sur ce match, voilà, j'avais décidé qu'il ne passerait pas. Je me suis dit, je m'en fous de perdre le match derrière, il faut que je gagne. Et je pense que ça a été le match le plus suivi de la compétition. Et tu n'as jamais eu ce ressenti-là avec les autres matchs ? Non, j'ai jamais eu ce ressenti-là sur les autres matchs. Et je crois que c'était la première fois que je pouvais aussi laisser cette colère s'exprimer de la bonne façon. Et du coup, voilà, j'ai traversé ce match dur, très dur, dans le sens où c'était un match stressant, c'était un match où il y avait du bruit autour, où il y avait quelque part des clans qui s'affrontaient aussi. Les gens soutenaient l'un ou l'autre parti. Il y avait énormément de tension, donc c'était vraiment un gros match à tirer. Et là, à ce moment-là, tu as le choix de gagner ou de perdre. Et j'ai fait le choix de gagner. J'y ai mis toutes mes tripes, toute ma volonté. Et les flèches sont allées, voilà, c'était pas des beaux tirs, mais ça y allait dedans. Et c'est la première fois que tu l'as vécu ? C'est la première fois que je l'ai vécu. Okay. Et la deuxième fois où ça a été un déclic, ça a été Nîmes. Nîmes où je suis arrivé là avec un petit peu plus d'expérience au berbeau aussi, donc sur la même année.
Déjà une première expérience d'un tournoi, donc moins stressé par la compétition. J'étais sur le standard system, mais vu que j'avais déjà un petit peu bossé à Bondy, j'avais déjà mes repères, je savais déjà comment j'allais gérer ma compétition. Et du coup, je suis arrivé à Nîmes sans forcément de pression pour m'amuser. J'ai rencontré beaucoup d'archers internationaux qui me connaissent en longbow et qui étaient surpris de me voir au berbeau et qui ont été très surpris du niveau que je pouvais fournir au berbeau justement. De tête, je crois que je finis 5e des qualifications. Plutôt content des scores que j'ai fait. Voilà, je me retrouve avec, je crois que j'ai fait plus de 520, ce qui faisait partie de mes meilleurs scores à ce moment-là en berbeau. Et le premier match que je fais, je tombe contre un Suédois qui était premier des qualifications, un petit jeune. Les Suédois qui sont les Coréens de l'art classique, en gros, c'est d'excellents archers berbeaux. Et sûrement les meilleurs. Mais sur le coup, je me suis dit, j'ai l'expérience. J'ai l'expérience, je fais de l'inter depuis une dizaine d'années. À ce moment-là, j'étais à ma 8e sélection en équipe de France. Je ne pouvais pas perdre ce match. Je me suis dit, tu as l'expérience. C'est la première fois que tu te faisais confiance? Ouais, je me suis fait confiance. Comparé aux autres fois où c'est tu ne ça. faisais pas confiance? Ouais, je me suis fait confiance. Le berbeau est une arme facile. On vise. On vise avec le repose-flèche, on vise avec la pointe, on vise. Si tu places ton geste et que ta pointe est dedans, ça va dedans. C'est pas comme le longbow où on a des flèches bois, où il y a une visée qui est plutôt intuitive, qui est plus hasardeuse. Le berbeau, si on décide de gagner, on gagne. C'est vraiment à ce moment où tu décides de mettre ton viseur dedans et d'assumer de gagner ou de perdre. Okay. C'est une arme qui m'a fait beaucoup progresser sur ce chemin-là. De prendre la décision. Voilà, et j'ai pris la décision de gagner et j'ai fait un super match contre ce petit jeune que je peux pas dire que je remporte haut la main. Je me rappelle même plus des scores exactement, mais je l'ai remporté en mettant de l'énergie, mais dans l'idée de finir les autres matchs. Et premier match contre donc un Espagnol où je perds, gros match aussi. Je perds à presque rien, je crois qu'au final je perds à 1 point. Et deuxième match contre un autre Espagnol, un David, un super archer que j'apprécie énormément, qui a été des multiples fois champion du monde, champion d'Europe. Et là, donc pareil. Une autre grosse figure. Voilà, une autre grosse figure. Et là, c'est le déclic de se dire, c'est aujourd'hui. Et pour moi, j'ai sorti le plus beau match de ma vie sur ce match-là. Quand on me demande, t'es pas dégoûté d'avoir fini 4e? Non, j'en suis fier. Sur une flèche de barrage quand même. Ouais, je finis sur une flèche de barrage au compas. J'étais 1 millimètre au-dessus de sa flèche, tout simplement. Et là, ça a été le déclic de me dire, je peux vraiment faire des matchs contre n'importe qui. D'accord, donc là, ça a été le gros déclic. Ouais, le gros déclic a été là. Ok, d'accord. Et donc, par la suite, après, il y a eu une continuité avec cette saison. Ouais. Et au moment où... Et donc, cette expérience-là t'a permis de gagner ces qualifications. Oui. Est-ce qu'il y a eu un changement sur les qualifications des championnats d'Europe et ensuite, face à, justement, ces 2 premiers matchs? Parce que le premier match, tu le perds. Oui. Et est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, ce moment-là, quand tu as gagné les qualifications? Comment tu as vécu ton premier match et ensuite ton dernier match? Les qualifications, je ne veux pas dire qu'elles ont été assez simples, mais je me suis contenté de prendre 1 à 2 points par cible sur mes concurrents. Rester dans le 8, tout simplement. Rester dans le 8, accrocher du 10, faire confiance à sa technique et à son matériel. Pendant des années, en équipe de France et en international, j'ai eu l'ascendant technique sur les autres et l'ascendant matériel. Ces dernières années, j'ai perdu cet ascendant-là, et avec le travail que j'ai fait sur mon matériel et ma technique, je l'ai récupéré. Du coup, j'ai pu enfin me battre à armes égales, ce qui a fait, je pense, que j'ai pu retrouver cette place de numéro 1 et de gagner les qualifications. Après les matchs, j'ai été au départ sur l'incompréhension.
J'ai commencé le match d'équipe, parce que je vais commencer par là, parce que le début des choses compliquées a été sur l'équipe, où je me retrouve à faire 2 pailles sur les 2 premières cibles en dessous. Sur 4 cibles, autant dire que le match est perdu, car un archer fait 2 pailles, et surtout l'incompréhension de ce qui s'est passé. Et j'attaque mon premier match individuel, paille en dessous. Deuxième tir, 5 en bas. Et tout le long de ce match, enfin tout le long rapide, parce qu'il n'y a que 4 cibles, en dessous, en dessous. Et je me rappelle me retourner vers Christine, qui me coachait à ce moment-là, lui dire « c'est pas possible, je ne peux pas faire autant d'erreurs d'estimation de distance ». Et je pense que c'est quelque chose qui est valable pour tous les archers, c'est de connaître son matériel. Et j'ai fait sûrement la plus grosse erreur qu'un archer peut faire, c'est de ne pas vérifier son matériel. Truc tout con, mon tranche-fil est en train de se défaire et mes noxettes ont glissé sur le tranche-fil. C'est une erreur qui est stupide, c'est une erreur qui ne doit pas arriver à ce niveau-là. Sur la finale, j'ai juste changé de corde, tout simplement, et les hauteurs étaient là. Après, tu avais quand même assez confiance en toi pour te dire que ce n'était pas toi, mais le matériel. On n'a jamais assez confiance en soi. D'accord. Ça veut dire que, personnellement, je vais toujours remettre, moi, techniquement, en question avant le matériel. Je tire les meilleurs arcs du monde, je ne peux pas les accuser. Je trouve facile d'accuser le matériel, et là, c'était le cas. Ça m'est déjà arrivé dans le passé. Peut-être que ça m'arrivera de nouveau dans le futur. Mais c'est savoir prendre son équerre et vérifier son banc, vérifier son détalonnage. Et j'aurais dû m'en rendre compte sur les qualifications, où je finis par 2 cibles, où je fais des tirs bas. Sur le coup, je me suis dit, tu es fatigué, et j'ai pas remis en cause le fait que mon noxette ait bougé. Et du coup, oui, on ne pense jamais assez à vérifier son matériel dans ces moments-là. Et pour la petite anecdote, le pas de tir, en fait, d'échauffement était en descente, beaucoup trop en descente, et je me dis, tous les championnats que j'ai fait, j'ai eu des pas d'échauffement merdiques. Et tu te dis au bout d'un moment à quoi ça sert, parce que tu vois pas forcément si c'est toi qui as un souci technique ou un souci matériel. Et comme sur l'échauffement avec ce pas de tir, j'arrivais pas à m'y engager dedans, je me suis dit, j'ai un souci sur moi, applique-toi, engage-toi, et je me suis mis que sur mon tir. Comme ça descendait beaucoup, le pas de tir, mais quand je dis beaucoup, on avait des cibles où on avait au moins 20 degrés d'angle, donc ça commence à être pas mal. Tu te dis, l'erreur vient de moi, faut que je tire mieux. Et vu qu'il y avait de l'angle, je ne voyais pas que je tapais tout le temps bas. Et c'est au moment où je suis retourné m'échauffer après avoir perdu ce match contre l'Anglais, où j'étais dégoûté, parce que je me dis putain, ça y est, je reproduis les mêmes erreurs qu'auparavant. Je me chie dessus, je fais de la merde, je suis en bas, je dois pas tenir mon bras. Puis le discours interne vachement positif à ce moment-là, où on est tous, je vais jamais y arriver. Enfin le gros discours de merde où on se met du caca dans la tête tout simplement. Et je sais pas, moment de lucidité, je prends mon équerre et je regarde mon détalonnage. Et là, je me rends compte que mon noxette du haut, que tout mon tranche-fil même avait bougé de 5 mm. C'est énorme. Et du coup, je me dis, mais c'est pour ça que je suis bas. Je change ma corde, je prends mes flèches neuves. Il y avait 3 3D sur le pan d'échauffement. Je tire 3 flèches, je fais 3 11. Et là, on m'appelle pour aller tirer ma petite finale. Okay. Et donc là, j'arrive sur la petite finale. Christine, qui me coachait, me demande quelle est ta stratégie de tir. J'ai dit tout dans les bras, rien dans la tête. Et je suis parti. Et voilà, je suis parti comme je sais faire, en me mettant en colère et en allant chercher cette médaille. Et c'est la première fois que tu t'es mis également en colère comme cette fois-là, j'étais en colère contre moi-même. Je sais que je n'ai pas besoin de me mettre en colère pour gagner les matchs actuellement. Je bosse, je tire des centaines de flèches par jour. Le tir à l'arc est mon mode de vie. Je m'entraîne pour du haut niveau, je peux dire tous les jours. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai pas besoin de me mettre en colère, mais là, je vais me mettre en colère. De plus, je tirais contre Faliti, un archer que je connais très bien.
qui est excellent sur ce genre de tir, qui est redoutable pour aller chercher une médaille de bronze. Et je me suis dit, il faut que je lui coupe les jambes dès le départ. Et le but, ça a été ça. J'ai pris ma zone de réussite, qui était le 8, et je me suis dit, je ne sors pas du 8. Et sur le parcours que l'on avait, qui était très dur à tirer, très dur à estimer, ça a fait la différence. Ok. Et qu'est-ce que ça t'a fait justement quand tu as gagné cette médaille? Quand on gagne une médaille, on est content. Voilà, c'est ce moment où tu ne comprends pas trop ce qui se passe. Christine qui m'annonce c'est bon, tu as gagné, avant même que Faletti tire sa flèche. On savait que si je faisais 8, le match était gagné, c'était fini. Et je fais 8, pas loin du 10. Et à ce moment-là, je savais que j'avais gagné. Donc c'est un moment de joie, c'est une revanche sur la vie aussi, en se disant, malgré tout ce que j'ai traversé, je peux dire même ces 5 dernières années, on va dire derrière ma médaille de champion du monde, que ça a été très dur après cette médaille de champion du monde à Robion, je me dis, ça y est, je retrouve ma place, je retrouve ce que je sais faire, c'est maintenant. Et ça, je pense que c'est quelque chose à vivre pour tous les sportifs, ce moment où tu te reconnectes à ce que tu sais faire, et ce moment où tu es au summum de ce qui est possible dans ton sport. Vivre une médaille internationale quand on n'est pas prêt, il n'y a rien de plus affreux. Moi, après ma médaille de champion du monde en 2017, ça a été... je pense que j'ai traversé un petit peu la dépression du sportif. Ce moment où tu te mets beaucoup de pression, où tu as l'impression que tout le monde te regarde, tu as l'impression que tu es l'homme à abattre constamment, tu es champion du monde. Et quoi que j'en dise, et quoi que les gens disent, pour le restant de ma vie, je suis le champion du monde de l'année 2017. Et on est très peu dans le monde à pouvoir dire qu'on est champion du monde, et en France encore moins. Et en fait, j'ai eu très peur de ce titre pendant longtemps. J'ai refusé le fait d'être champion du monde, ça me mettait trop de pression, les gens me mettaient trop de pression. Et du coup, tu te sabordes dans le tir. Tu n'acceptes pas de mal tirer, mais tu n'acceptes pas aussi de bien tirer, parce que tu sais qu'il va y avoir le regard des autres. Tu te dis, c'est vraiment très dur à vivre une médaille de champion du monde. Ça a mis un petit peu le bordel même dans ma famille, dans mon entourage. Et peu de gens parlent du retour de championnat, du retour de médaille internationale. Et derrière, j'ai fait d'autres médailles en équipe. J'ai toujours plutôt bien réussi le tir d'équipe, mais ça faisait exactement 7 ans que je n'avais pas fait une médaille individuelle lors d'un championnat international. Et ça a vraiment été quelque part le moment où je renoue avec moi-même, le moment où j'accepte d'avoir été champion du monde, le moment où j'accepte de nouveau d'être un compétiteur. Pourquoi j'ai eu ce refus de cette médaille, je ne sais pas. Pourquoi j'ai refusé le fait d'être champion du monde, pourquoi vous ne voyez même pas cette médaille accrochée derrière moi, elle est dans une boîte au fond d'une table de nuit, je ne sais pas. C'est comme ça. Je pense que j'étais pas prêt lors de cette médaille à être champion du monde. Pour moi, j'étais juste là pour faire un championnat en 2017. Et l'après-championnat, c'est quelque chose qui demande du soutien, que ce soit de la famille ou des amis. Et c'est quelque chose aussi qui demande, je pense, un soutien autre, que je n'ai pas su trouver à ce moment-là. Et qui a fait que j'ai eu beaucoup de mal à tirer mes autres championnats sur le côté individuel. Et pour finir, si je peux dire quelque chose aux gens, c'est de s'accrocher, de toujours tenir quoi qu'il se passe. On peut avoir une target panique. Voilà, je vous présente Spadi qui vient dire bonjour à la vidéo. Voilà, c'est mon chat de compagnie. Voilà, t'es content? T'es content de ma médaille? Ouais, j'ai fait une belle médaille, t'es d'accord avec moi? Allez, va te balader. Donc voilà, après la petite aparté du bonjour du chat, ouais. Ça fera partie du folklore de la vidéo. Mais voilà, c'est pour vous dire de toujours garder espoir quoi qu'il se passe. Et que ce soit dans le sport, que ce soit dans la vie, que ce soit dans les études, dans le boulot. Je crois en la destinée. Elle est définie par nos choix et par nos modes de vie. Mais on a chacun une destinée à suivre et la mienne est un arc à la main. D'accord, ouais.
et donc cette dernière médaille que tu as fait, là tu as accepté au final qui tu étais. Ouais, c'est accepter qui tu es et accepter de tirer les flèches et accepter de les mettre dedans. Et tu vas mieux? Ça va. Merci Robin. Ben, merci, et puis pensez à aller voir ma chaîne YouTube. Elle est un petit peu moins qualitative que celle de Charlotte, mais je partage des points de vue, du matériel, de la philosophie, du tir à l'arc. Bientôt je vais parler aussi de chasse à l'arc. Pourquoi je chasse à l'arc, pourquoi j'aime la chasse, pourquoi je suis contre certaines chasses aussi. Enfin bref, voilà, vous verrez, il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur ma chaîne YouTube et ça vaut le coup d'aller voir. Ouais. Ben, encore merci Robin et puis à une prochaine fois. À bientôt. À bientôt.